Chapitre 1. Rompre les liens. Une pluie d'automne battant sans relâche les fenêtres du palais de justice du comté de Pike, Arlon Mercé attendait que la juge Laurel Weinstein signe les derniers papiers du divorce. À 42 ans, Arlan était assis, le dos droit, dans son costume gris anthracite sur mesure, incarnation physique de la maîtrise de soi qui avait fait de lui l'un des avocats pénalistes les plus redoutables de Pennsylvanie. Ses mains calleuses, vestiges de son éducation ouvrière, reposaient sur la table cirée, ne trahissant en rien la tempête qui le rongeait. De l'autre côté de la pièce, Bethany Mercé, qui allait bientôt redevenir Bethany Laferdi, était assise à côté de son petit ami Ryan. La vue de la main de Ryan posée avec possessivité sur la cuisse de Betty fit imperceptiblement serrer la mâchoire d'Arlan. 6 mois plus tôt seulement, Ryan était un client que Arlon avait défendu avec succès contre des accusations de voies de fait graves. La gratitude de l'homme s'était apparemment étendue jusqu'à séduire la femme de Harland, après 15 ans de mariage. Les conditions sont claires. L'avocate de Harlan, Marlène Wu, résuma la situation. Monsieur Mercé conservera sa résidence principale et Madame Logafé recevra la résidence secondaire. La garde partagée de Théo sera assurée avec une alternance de week-end et de jours fériés. La pension alimentaire sera calculée selon les normes en vigueur. Le juge Weinstein hocha la tête en examinant les documents. Relativement amical, vu les circonstances. J'apprécie. Le regard de Arlan se tourna vers Bethany. Amical, n'était pas le mot qu'il aurait choisi. Calculé, était plus juste. Il avait appris depuis longtemps que la vengeance est meilleure servie froidement, méthodiquement et dans les limites de la procédure légale, du moins dans un premier temps. Un dernier point, le juge Weinstein a déclaré que l'anniversaire de Théo tombe ce samedi. Conformément à l'accord, Madame Laferdi sera l'hôte de la fête, mais Monsieur Mercé a le droit d'y assister pendant 2 heures. Ryan se pencha en avant, la mâchoire serrée. Votre honneur, compte tenu des circonstances, l'accord est maintenu. Le juge Weinstein l'interrompit fermement. 2 heures, Monsieur Mercé. J'espère que tout le monde se comportera correctement pour le bien de l'enfant. Devant le tribunal, Marlène toucha le bras d'Arlon. Ça va? Très bien, répondit Arlon en regardant Bethany et Ryan se précipiter vers leur voiture. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne t'es pas battu pour la pleine valeur du cabinet. Elle en reçoit la moitié, même si tu l'as construit pendant qu'elle était là. Ce n'est pas une question d'argent. Arlon la coupa. Marlène l'observa. Tu as ce regard? Quel regard? Celui qu'on a avant de démolir un dossier d'accusation. Arlon s'autorisa un petit sourire. Je dois préparer l'anniversaire de Théo. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, son téléphone sonna. Un texto de Pascal Bennett, son ancien camarade de guerre qui dirigeait maintenant une société de renseignement privé. Information sécurisée. Réunion ce soir. Arland répondit. Confirmé. 21h. La pluie redoubla tandis qu'il s'éloignait, son esprit planifiant déjà les prochains coups d'un jeu auquel Bethany et Ryan ne se rendaient pas encore compte. Chapitre 2. Carte cachée. Les bureaux de sécurité de Bennett occupaient le dernier étage d'une ancienne usine du centre-ville de Milford. Pascal Bennett salua Harland d'une poignée de main ferme, sa main droite prothétique froide contre la paume de Harland. Un souvenir de leur dernier déploiement commun en Afghanistan. Du café, offrit Pascal, conduisant Harland devant des rangées d'écrans où des analystes travaillaient tranquillement. Merci, Harland s'installa dans un fauteuil du bureau de Pascal. Que as-tu trouvé? Pascal fit glisser une tablette sur le bureau. Ryan est un homme prudent, mais pas assez. Il y a 3 ans, il travaillait dans la sécurité pour Westridge Pharmaceuticals. À cette époque, il avait conclu un accord parallèle avec des filiales du cartel Delmar, les aidant à accéder à des formules brevetées. Arlan haussa un sourcil. Ce n'était pas dans son casier judiciaire. Parce qu'il n'a jamais été arrêté, répondit Pascal. L'entreprise soupçonnait quelque chose, mais ne pouvait pas le prouver. Ils l'ont licencié discrètement pour éviter le scandale. C'est à ce moment-là qu'il a déménagé dans le comté de Pike et qu'il est finalement devenu votre client. Et Bethany, l'expression de Pascal se crispa. Elle planifiait ça depuis plus d'1 an. J'ai trouvé des SMS entre eux datant de 14 mois. Elle lui a fourni des informations sur vos dossiers, votre emploi du temps, et même votre système de sécurité. Arla hocha la tête, son visage ne trahissant rien. Le fonds fiduciaire intact, comme vous le soupçonniez.
2,3 millions de dollars sur un compte offshore sous son nom de jeune fille. Elle ne l'a jamais révélé pendant la procédure de divorce. Et Théodora Laferdi. Pascal tapota l'écran, faisant apparaître la photo d'une femme âgée. La grand-tante de Betty, atteinte d'un cancer en phase terminale, 6 mois maximum, selon son dossier médical. Bethany est sa seule parente vivante et son unique bénéficiaire. Sa succession est estimée à environ 4,7 millions de dollars. Harland assimila cette information en silence. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Il y a plus, dit Pascal prudemment. Le dossier médical de votre fils. L'expression de Harland se durcit. Montrez-moi. Pascal ouvrit les documents sur la tablette. Les allergies de Théo. Les formulaires médicaux que Bethany avait remis à l'école le mois dernier avaient supprimé l'allergie aux arachides de votre fils de son dossier officiel. Pour la première fois, une lueur d'émotion sincère traversa le visage de Harland. Une rage brute, sans filtre, qui s'évanouit presque aussitôt derrière son masque professionnel. Un seul mauvais goûter pourrait le mettre en état de choc anaphylactique, dit doucement Harland. J'ai déjà contacté l'infirmière scolaire anonymement. Les dossiers ont été rectifiés, lui assura Pascal. Aaron se leva, boutonnant sa veste de costume. J'ai besoin d'une dernière chose. La juge Sylvia Monroe. Pascal fronça les sourcils. Tribunal des affaires familiales. Elle est incorruptible. Aaron, je n'ai pas besoin de corruption. J'ai besoin de son emploi du temps pour samedi après-midi. La compréhension se lut sur le visage de Pascal. La fête d'anniversaire. Pouvez-vous me donner une ligne directe pour son cabinet? Pascal hocha lentement la tête. Considérez cela comme fait. Alors qu'Harland se retournait pour partir, Pascal l'appela. Harland, quoi que vous prépariez. Ne vous inquiétez pas, répondit Harland sans se retourner. Tout se passera parfaitement légalement. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Aaron s'arrêta à la porte. Qu'est-ce qui m'inquiète? J'ai déjà vu ce regard à Kandahar. Avant que vous n'entriez seul dans ce complexe. Les lèvres d'Harland s'étirèrent en un sourire glacial. Alors vous savez ce qui est arrivé aux hommes qui m'ont sous-estimé. Chapitre 3. Le blocus d'anniversaire. Le samedi arriva sous un ciel bleu parfait. Comme si l'univers se moquait de la noirceur du dessin d'Harland. Il gara sa Mercedes à un pâté de maison de l'immense maison de retraite qu'il avait autrefois partagée avec Bethany. La maison où il l'avait portée jusqu'au seuil, où ils avaient ramené Théo de l'hôpital, où ils les avaient retrouvés ensemble 4 mois plus tôt. Harland regarda sa montre. 14 heures, heure exacte stipulée dans l'ordonnance du tribunal. Dans une main, il tenait un paquet soigneusement emballé. Dans l'autre, son téléphone avec le numéro direct du jugement Monrose programmé et prêt. Des rires d'enfants résonnèrent dans le jardin tandis qu'Harland s'approchait de la porte d'entrée. Il sonna, rajusta sa cravate et attendit. La porte s'ouvrit brusquement pour révéler Bethany en robe d'été à fleurs, son sourire s'évanouissant à sa vue. Derrière elle se tenait Ryan, les bras croisés sur la poitrine comme un videur. « Que fais-tu ici » Bethany exigea. La voix d'Harland resta ferme. « Je suis là pour l'anniversaire de Théo, comme l'autorise le tribunal. » Ryan s'avança. « La fête a déjà commencé. Théo n'a pas besoin que tu la gâches. » 2 heures, répondit Harland. Le juge Weinstein fut très précis. La sœur de Betty, Liv, apparut dans le couloir derrière eux. « Il y a un problème » ? « Aucun problème, dit calmement Harland. J'exerce simplement mon droit légal d'assister à la fête d'anniversaire de mon fils. Ryan se plaça dans l'embrasure de la porte, bloquant physiquement l'entrée. Écoute, espèce de bon à rien pathétique, va te faire voir. Personne ne veut de toi ici. Bethany s'approcha, sa voix se réduisant à un sifflement. Tu crois que quelqu'un te respecte là-dedans? Après ce qui s'est passé après mon départ, tu n'es qu'une plaisanterie pour eux. L'expression d'Harland resta impassible. Le tribunal ordonna Bethany. Ryan posa une main sur la poitrine d'Harland. Ordonnance du tribunal ne signifie pas ici. Essaie de me dépasser. On verra bien. Du coin de l'œil, Harland remarqua 2 agents de sécurité, des amis de Ryan de l'époque où il était videur, qui s'approchaient du côté de la maison. Monsieur Mercé, appela l'un d'eux. Il était temps de partir. Il posa une main ferme sur l'épaule de Harland. L'espace d'un instant,
tout fut à deux doigts de trembler. Arlon sentit le poids de la main de l'agent. Il vit le triomphe suffisant dans les yeux de Ryan, le mépris dans ceux de Betty. Puis Arlon fit quelque chose qui les déstabilisa visiblement tous. Il sourit sans un mot. Il déposa le cadeau de Théo sur le pas de la porte, se retourna et retourna calmement à sa voiture. Une fois à l'intérieur, il composa le numéro et attendit. Juge Monroe, fut la réponse sèche. Votre honneur, ici Harlem Mercé. Veuillez m'excuser de déranger votre week-end, mais il y a une affaire urgente concernant un problème de protection de l'enfance et une violation d'ordonnance judiciaire qui nécessite une attention immédiate. 10 minutes plus tard, depuis sa voiture, il regardait le téléphone de Betty sonner. La transformation de son visage était visible même de loin. Le choc suivi de la peur. Elle tendit le téléphone à Ryan, dont l'expression s'assombrit sous ses yeux. Quelques instants plus tard, Liv sortit précipitamment de la maison, le visage pâle, et se précipita vers la voiture de Harlan. « Qu'est-ce que vous venez de faire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le juge a appelé et a immédiatement voulu nous voir. Nous tous. Aujourd'hui, Harlan sortit de sa voiture en ajustant ses menottes. J'ai simplement signalé une violation d'ordonnance judiciaire et une mise en danger potentielle d'un enfant. Changement ? Êtes-vous fou ? Supprimez l'allergie aux arachides de Théo de son dossier médical. La voix d'Arlon était d'un calme mortel. Comment appelleriez-vous cela ? Le visage de Liv se vida de ses couleurs. Bethany refusait de leur dire, à elle et à Ryan, d'emmener Théo au juge Rose Chambers dans 1 heure. Je vous y retrouve. Arlon ouvrit la portière de sa voiture et Liv, ce n'est que le début. Chapitre 4. Chambre de vérité. La juge Sylvia Monrose Chambers se sentait anormalement calme pour un samedi après-midi. L'agitation habituelle du palais de justice était absente, ne laissant que le léger tic-tac d'une horloge murale ancienne et le bruissement occasionnel des papiers tandis que la juge examinait les documents devant elle. Aaron restait assise, parfaitement immobile, une statue de patience. De l'autre côté de la pièce, Bethany consultait sans cesse son téléphone tandis que Ryan tripotait sa montre. Théo était assis entre eux, jouant à un jeu sur une tablette, ses écouteurs l'isolant de la tension ambiante. La juge Monroe leva enfin les yeux. Ses yeux gris acier se déplaçaient délibérément entre les parties. À 67 ans, sa réputation de justice pragmatique était légendaire dans le comté. J'ai examiné les preuves fournies par Monsieur Mercé. Elle commença à s'exprimer, la voix lourde de décennies de magistrature. Falsification de dossiers médicaux, violation d'ordonnances de garde et ce qui semble être un schéma d'aliénation parentale. Bethany se redressa. Votre honneur, ces accusations sont documentées. Le juge Monroe l'interrompit en brandissant un dossier. Des dossiers scolaires attestant du retrait d'une allergie potentiellement mortelle. Des SMS entre vous et M discutant des moyens d'empêcher Monsieur Mercé de voir son fils. Le témoignage du personnel de sécurité engagé par M indiquait qu'il avait reçu l'ordre d'éloigner Monsieur Mercé par tous les moyens s'il tentait d'assister à la fête d'anniversaire. Ryan se pencha en avant. Monsieur le juge, je peux vous expliquer. Monsieur Stiger, vous n'avez aucun droit de regard dans cette affaire, déclara le juge Monroe d'un ton neutre. Votre présence ici est purement observatrice. Le juge se tourna vers Théo, le visage s'adoucissant. Jeune homme, pourriez-vous sortir quelques minutes avec mon assistante ? Elle a des livres qui pourraient vous intéresser. Après le départ de Théo, le jugement fut plus ferme, l'attitude se durcissant à nouveau. Mademoiselle Laferdy, ces actes constituent au minimum un outrage au tribunal. Au pire, cela pourrait justifier une modification de la garde. Bethany Pald. Vous ne pouvez pas. Je le peux absolument. Le juge Monroe intervint. Et compte tenu du risque avéré pour la santé de l'enfant, je suis enclin à procéder à une modification d'urgence aujourd'hui. Votre honneur, intervint Arlon d'un ton léger. Si je pouvais proposer une alternative, tous les regards se tournèrent vers lui. C'était le moment où il avait orchestré le tournant de son plan soigneusement élaboré. Je n'ai aucune envie de perturber davantage la vie de Théo. Arlon poursuivit, les enfants ont besoin de stabilité. Voici ma proposition. Nous maintenons la garde actuelle, mais avec une supervision judiciaire des décisions parentales de Madame l'affaire concernant les soins médicaux et l'éducation. Le juge Monroe réfléchit à la question. Vous êtes remarquablement généreux, Monsieur Mercé. Je pense à mon fils, répondit simplement Arlon. Ce qu'il ne dit pas,
c'est qu'il ne s'agissait que d'une première tentative, le sacrifice d'un pion pour positionner ses cavaliers. La supervision nécessiterait des réunions hebdomadaires, de la documentation et un examen minutieux qui deviendrait bientôt un nœud coulant autour du cou de Betty. De plus, Arlon ajouta, je demande que M. Edgar ne soit pas impliqué dans les décisions concernant le bien-être de Théo jusqu'à ce que le tribunal le juge approprié. Ryan se leva d'un bond. C'est impossible, monsieur Stiger. La voix du juge Monroe claqua comme un fouet. Un dernier éclat et je vous fais expulser. Vous n'avez aucun droit parental ici. Bethany saisit Ryan par le bras et le tira vers son siège. Ses yeux ne quittèrent pas Arlan, reconnaissant enfin le piège qui se refermait sur elle. La juge Monroe rendit sa décision, la garde surveillée pour Bethany, des rapports hebdomadaires au tribunal et des restrictions sur les relations de Ryan avec Théo. En quittant le cabinet, Arland s'arrêta près de Bethany. Vous auriez dû lire l'accord de divorce plus attentivement, murmura-t-il. Notamment la clause concernant la mise en danger de la santé de Théo. Ce n'est pas fini, siffla Bethany. Sur ce point, acquiesça Aaron. Nous sommes parfaitement d'accord. Dehors, Pascal attendait dans une voiture banalisée. Comment ça s'est passé? Phase interminée, répondit Arlon en regardant Bethany, Ryan et Théo s'éloigner. Commençons la phase 2. Je veux tout savoir sur les anciens employeurs de Ryan chez Westridge Pharmaceuticals. Membre du conseil d'administration, protocole de sécurité, enquête interne, tout. Et la grand-tante de Betty, organiser une visite. Dites-lui que je m'occupe de la révision de sa planification successorale. À titre gracieux, bien sûr. Pascal haussa un sourcil. Vous jouez un jeu dangereux. Non, corrigea Arling. Je joue leur jeu. Ils ne connaissent juste pas encore les règles. Chapitre 5. Le legs de tante Théodora. Le centre de soins palliatifs de Riverdale s'étendait sur un terrain de 6 hectares parfaitement entretenu surplombant le fleuve Delaware. Arlon arpentait les couloirs silencieux avec l'assurance de quelqu'un qui y a sa place, saluant le personnel d'un signe de tête. Le bouquet de lys qu'il tenait à la main complétait l'image d'un beau visiteur familial. La chambre 317 était baignée par la lumière de l'après-midi lorsqu'il entra. Théodora Laferdi était allongée contre des oreillers, son ancienne sa silhouette imposante, désormais fragile sous les couvertures, était fragile. Malgré sa maladie, son regard était perçant et scrutateur, rivé sur Arland. Vous ne venez pas de l'hospice, déclara-t-elle sèchement. Arlon posa les lys sur une table basse. Non, mademoiselle Laferdi, je suis Harlem Mercey. Son visage le reconnut. L'ex-mari de Betty, l'avocat. Elle l'observa un instant. Vous êtes un peu nerveuse de débarquer ici. On me l'a déjà dit, répondit Arlon en s'asseyant près de son lit. Je comprends que vous ayez travaillé avec Brady et Winters sur votre plan successoral. Les yeux de Théodora se plissèrent. Bethany a mentionné votre machination. On dirait qu'elle a sous-estimé vos propos. Bethany raconte beaucoup d'histoires. Arlon répondit d'un ton neutre. Certaines plus vraies que d'autres. Allez droit au but, monsieur Mercey. Je suis mourante, pas scénique. Arlon apprécia sa franchise. Votre succession est conséquente. Actuellement, elle est structurée pour être entièrement transmise à Bethany à votre décès. C'est ma seule parente vivante. Vraiment? Aaron sortit un dossier de sa mallette. Saviez-vous que Bethany mettait systématiquement en danger la santé de votre arrière-petit-neveu Théo en dissimulant ses problèmes de santé? Il lui présenta des preuves documentées, les dossiers scolaires falsifiés, la déclaration sous serment de l'infirmière scolaire, la décision du juge Monroe. Les mains de Théodora tremblaient légèrement en examinant les documents. Pourquoi agirait-elle ainsi? Pour contrôler, répondit simplement Arlon. Et pour lever les obstacles à sa relation avec Ryan Shigé, qui, soit dit en passant, a des antécédents de violence et des liens avec le trafic de drogue. Il lui montra le casier judiciaire scellé de Ryan, que Pascal avait obtenu par des voies qu'il valait mieux ne pas expliquer. Bethany m'a dit que vous étiez violent, dit Théodora, observant attentivement sa réaction. A-t-elle mentionné des incidents précis? Théodora hésita. Non, juste que vous étiez contrôlant. Demandez-vous, mademoiselle Laferdi, en 15 ans de relation, avez-vous déjà vu des preuves de cela? Ou est-il possible que Bethany projette ses propres comportements sur moi? Le silence emplit la pièce tandis que Théodora assimilait ses paroles. Finalement, elle poussa un profond soupir.
Que voulez-vous, monsieur Mercey? Je ne suis pas là pour votre argent, lui assura Arlon. Je suis ici parce que Théo mérite d'être protégé, y compris de sa mère, si nécessaire. Et vous attendez à ce que je déshérite ma seule nièce sur votre seule demande? Je n'attends rien, répondit Arlon. Je vous fournis simplement les informations que vous méritez avant de finaliser vos plans successoraux. Il se leva pour partir, posant sa carte sur sa table. Quelle que soit votre décision, je vous souhaite la paix pour le temps qu'il vous reste. Alors qu'il atteignait la porte, Théodora l'appela. Monsieur Mercey, se retourna-t-il. J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître une inquiétude sincère, dit-elle doucement. Et une véritable manipulation. Parfois, elles se ressemblent étrangement. Arlon hocha la tête. Les différences de résultats, mademoiselle Laferdy. Qui profite de votre décision et qui en souffre? 3 jours plus tard, Arlon reçut un appel de Gérald Winters, l'avocat de Théodora. Monsieur Mercey, mademoiselle Laferdy a requis votre présence pour la signature de son nouveau testament demain à 14 heures. Elle insista beaucoup. À son arrivée le lendemain, Arlon trouva non seulement Théodora et son avocat, mais aussi Bethany, le visage crispé par une fureur à peine contenue. Bienvenue à notre petite réunion, le salua Théodora d'une voix plus forte que lors de sa précédente visite. J'ai apporté quelques modifications que je pensais que tout le monde devrait entendre directement. Gérald Winters s'éclaircit la gorge, gêné, avant de lire les nouvelles dispositions. 20% de la succession reviendra directement à Bethany. 30% à Théo dans une fiducie gérée par un tiers fiduciaire neutre jusqu'à ses 25 ans, et les 50% restants pour créer une fondation pour les enfants souffrant d'allergies sévères. Avec la nomination d'Aaron au conseil d'administration, Betty perdit son sang-froid. Tu ne peux pas être sérieux après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, parlons de ce que tu as fait. L'interrompit Théodora froidement. Comme me dire qu'Arlon n'avait pas pris la peine de venir me voir lors de mon hospitalisation l'année dernière, alors qu'en fait tu ne lui as jamais dit que j'étais malade. Ou peut-être même que j'avais systématiquement surdosé mes analgésiques les jours précédant mes évaluations cognitives avec le docteur Feldman. Le silence se fit. Arlon il ignorait ce dernier détail. Son respect pour la vieille dame s'accrut considérablement. Tu es confuse, tenta Bethany en lançant un regard venimeux à Arlon. Il te manipule. La seule personne qui manipule qui que ce soit, c'est toi, Bethany, déclara fermement Théodora. Je suis peut-être mourante, mais je ne suis pas idiote. Gérald a déjà attesté de ma capacité mentale auprès de 3 psychiatres indépendants. Le testament est maintenu. Après la signature des papiers, Arlon aida Théodora à regagner sa chambre, laissant Bethany avec l'avocat. Elle contestera, dit Théodora en ajustant ses oreillers. Elle perdra, répondit Arlon avec assurance. Théodora l'observa. Tu ne m'as pas parlé des médicaments. Je l'ignorais. Mais tu n'es pas surprise. Non, admit Arlon. Je ne le suis pas, Théodora lui tapota faiblement la main. Tu es un homme dangereux, Harlem Mercey. J'espère que mon petit-neveu a hérité de ton courage plutôt que de l'éthique de sa mère. Alors qu'Arlon quittait le à l'hôpital, il aperçut Bethany sur le parking, en pleine conversation téléphonique avec Ryan. Lorsqu'elle aperçut Aaron, son expression se transforma en haine pure. Aaron hocha simplement la tête poliment en passant. La phase 2 était terminée. Les fondations financières de l'avenir de Betty s'effondraient, et avec elles, il soupçonnait Ryan d'être intéressé par leur relation. Place maintenant à la phase 3, démanteler Ryan Chigé lui-même. Chapitre 6, le stratagème de Westridge. Le siège social de Westridge Pharmaceuticals dominait l'horizon de Philadelphie, sa façade vitrée reflétant le soleil couchant tandis qu'Arland prenait l'ascenseur pour rejoindre l'étage exécutif. Le courriel de Carson Westridge, le PDG de l'entreprise, avait été inattendu, mais pas malvenu. Une pièce parfaitement en place. Monsieur Mercey. Carson le salua en se levant de derrière un bureau imposant. À 65 ans, il restait d'une forme physique impressionnante, sa poignée de main ferme. Merci d'être venu si vite. Votre message semblait urgent, répondit Arlon en s'asseyant. Carson hocha gravement la tête. Il y a 3 jours, notre équipe de sécurité a détecté une intrusion dans notre base de données de recherche. Plus précisément, dans nos nouveaux protocoles de traitement du cancer, une avancée potentiellement colossale. Je suis désolé de l'apprendre, mais je suis spécialisé en défense pénale, pas en espionnage industriel.
La faille provenait d'une adresse IP associée à Ryan, déclara Carson d'un ton neutre. Notre ancien consultant en sécurité, Arlon, garda une expression neutre malgré son élan de satisfaction. Pascal avait fait son travail à la perfection, laissant des traces numériques que toute équipe de sécurité compétente trouverait, mais rien qui permette de remonter à la source. C'est une sacrée coïncidence, remarqua prudemment Aaron. Vraiment? Carson glissa un dossier sur le bureau. Notre enquête a révélé des communications entre Stiger et des affiliés du cartel Delmar remontant à son emploi ici. Nous pensons qu'il vend nos recherches. Avez-vous contacté les autorités? Pas encore. Carson se pencha en avant. Nous comprenons que M est impliqué avec votre ex-femme. Arlon haussa un sourcil. Vous avez fait vos devoirs. Votre ami, Monsieur Bennett, aussi. Il nous a contactés la semaine dernière pour nous faire part de ses inquiétudes concernant l'espionnage industriel. C'était très patriotique de sa part. Les deux hommes se sont regardés avec une compréhension mutuelle. Aucune reconnaissance explicite du caractère orchestré de cette rencontre n'était nécessaire. Que me demandez-vous exactement, Monsieur West? Votre expertise en négociation avec le ministère de la Justice, répondit Carson d'un ton sec. Si nous signalons cela directement, cela devient public. Les cours des actions s'effondrent. Les investisseurs paniquent. Si, toutefois, un avocat respecté ayant des relations avec le gouvernement fédéral contribue à faciliter une enquête discrète. Arlon hocha lentement la tête. Je peux passer quelques appels. Organiser une réunion avec les responsables compétents, dans un cadre approprié. Cela pourrait être traité avec discrétion. Excellent. Carson se leva. J'ai pris la liberté de préparer un mandat. Tandis qu'Arlon signait les documents, ajouta Carson d'un ton désinvolte. Oh, et nous avons prévu une réunion du conseil d'administration vendredi prochain pour discuter de la situation. Votre présence serait appréciée. Vendredi, répéta Arlon. C'est le week-end de Théo avec sa mère. Emmenez-le, suggéra Carson. Mon petit-fils a à peu près son âge. Il pourrait nager dans la piscine de l'entreprise pendant notre réunion. Arlon eut un léger sourire. C'est très attentionné. Je vais devoir m'arranger avec Bethany. Bien sûr. Bien sûr. Plus tard dans la soirée, Arlon appela Bethany, comme l'exige la nouvelle ordonnance de surveillance judiciaire. Je dois échanger mes week-ends avec Théo. J'ai un rendez-vous incontournable vendredi. Absolument pas, s'exclama Bethany. Tu sais, on emmène Théo à la maison au bord du lac de Ryan ce week-end-là. C'est prévu depuis des semaines. Je comprends, mais c'est un client important. Ryan pourrait peut-être. Ryan a déjà pris congé. Bethany l'interrompit. La réponse est non, Aaron. Je vois. Répondit Arlon d'un ton neutre. Dans ce cas, je vais devoir informer le juge Monroe du changement de programme. L'ordonnance de surveillance exige la divulgation de tous les déplacements de nuit avec Théo, en particulier dans des endroits isolés. Le silence s'installa de l'autre côté de la ligne. D'accord, siffla finalement Bethany. Mais tu l'emmèneras plutôt le week-end suivant. Merci pour ta flexibilité, répondit poliment Arlon. Je viendrai le chercher vendredi midi. Après avoir raccroché, Arlon envoya un texto à Pascal, plan de la maison au bord du lac annulé. Procéder à l'installation. La réponse arriva quelques instants plus tard. L'équipe était déjà en place. Le matériel était prêt. Tout se déroulait exactement comme prévu. Vendredi, Ryan rencontrerait des agents fédéraux au sujet de la fuite de données. Samedi, la maison au bord du lac serait prête. Et dimanche, la phase finale commencerait. Harland se servit 2 doigts de bourbon et leva son verre pour un toast silencieux à la tempête qui approchait. Chapitre 7. Intérêt fédéral. Le vendredi matin, un orage se leva, à l'image de l'ambiance qui régnait dans l'appartement de Ryan. Bethany arpentait le salon tandis que Ryan préparait précipitamment une valise. « Je ne comprends pas pourquoi tu dois partir maintenant », protesta Bethany en le suivant dans la chambre. « On était censé partir pour la maison au bord du lac dans 3 heures. » Ryan fourra des chemises pêle-mêle dans le sac. « Je te l'ai dit. Carson Westridge a appelé personnellement, il a dit qu'il y avait eu une faille de sécurité et qu'ils avaient besoin de moi pour les consulter sur l'enquête. Pourquoi toi? Tu n'y as pas travaillé depuis des années.
Parce que j'ai conçu une partie de leur système de sécurité. Ryan s'énerva. Écoute, ça pourrait être une opportunité incroyable. Si je les aide à identifier la faille, ils pourraient me faire revenir avec une promotion. Betty plissa les yeux. Et le fait qu'Aaron ait soudainement dû échanger ses week-ends avec Théo ne te paraît pas suspect. Le timing n'est qu'une coïncidence. Ryan marqua une pause, le doute traversant son visage avant de le chasser. Aaron ne sait même pas ce que j'ai vécu avec Westridge. Il n'a pas de lien si étroit. Tu le sous-estimes, prévint Bethany. Il a 2 longueurs d'avance sur nous depuis le divorce. Eh bien, je peux difficilement refuser quand le PDG appelle en personne, n'est-ce pas? Ryan referma sa valise. De plus, Westridge parle d'honoraires de conseil de 50 000 $. On a besoin de cet argent, surtout après la petite révélation de ta tante. Bethany se tut au rappel du testament de Théodore. La perte des millions sur lesquels elle comptait la blessait encore profondément. D'accord, concéda TL. Mais je te le dis, Arlon est derrière tout ça. Tu es paranoïaque, répondit Ryan en consultant sa montre. Je m'en vais. Je vous appellerai ce soir après la réunion. Ryan l'embrassa rapidement avant de prendre ses bagages. Reprogrammer la maison au bord du lac pour le week-end prochain. D'ici là, nous aurons l'argent de Westridge pour fêter ça en ville. Arlon était assis dans le bureau du juge Monroe, examinant les modifications apportées à l'ordonnance de garde surveillée. Ces dispositions semblent raisonnables, remarqua le juge Monroe en parcourant le document. Des visites prolongées pendant les mois d'été, des décisions conjointes sur l'éducation et une supervision continue des décisions médicales. Merci, votre honneur, répondit Arlon. Je pense que cet arrangement sert au mieux les intérêts de Théo tout en préservant la stabilité. La juge Monroe l'observa par-dessus ses lunettes de lecture. Vous savez, monsieur Mercey, j'ai vu des centaines de conflits de garde. Généralement, le mauvais conjoint se bat pour chaque avantage. La vengeance ne profite à personne, votre honneur, répondit Arlon d'une voix douce. Et surtout pas à Théo. Les lèvres du juge Monroe se contractèrent légèrement. Très diplomate. Je signerai l'ordonnance aujourd'hui. Tandis qu'Arlon rassemblait ses papiers, le juge ajouta, au fait, un collègue m'a dit vous avoir vu hier chez Westridge Pharmaceuticals. J'élargis mes domaines de compétences. J'aide simplement un vieil ami sur une affaire sensible, répondit Arlon d'un ton détaché. Il s'agit d'agents fédéraux, d'après ce que j'ai entendu. Arlon la regarda d'un air neutre. Des questions d'espionnage industriel. Rien qui puisse intéresser un tribunal des affaires familiales, à moins que cela n'implique les parties à une affaire de garde d'enfants, fit remarquer la juge Monroe, l'air indéchiffrable. Pendant un instant, l'air entrevibra d'une compréhension tacite, pure coïncidence. Je vous assure, dit finalement Arlon. La juge Monroe hocha lentement la tête. Bien sûr. Bonjour, monsieur Mercey. À midi, Arlon alla chercher Théo chez Betty. Le garçon semblait abattu, serrant fermement son sac à dos. Tu as hâte d'être à notre week-end, demanda Arlon en partant. Théo haussa les épaules. Maman a dit, tu as gâché notre excursion au lac. C'est vrai? Arlon garda une voix neutre. Je suis désolé, mais j'ai quelque chose de spécial prévu à la place. Ça vous dirait de nager dans une piscine sur un toit avec vue sur toute la ville? Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment? Et après, on pourra dîner dans ce restaurant de dinosaures que tu aimes. Lorsqu'ils atteignirent le bâtiment Westridge, l'excitation de Théo avait surmonté sa réticence initiale. Carson Westridge les accueillit chaleureusement, présentant son petit-fils, Brady, avant d'emmener Aaron dans la salle de réunion. À l'intérieur, 2 hommes sérieux en costume sombre attendaient aux côtés de Carson et de plusieurs membres du conseil. Monsieur Mercey, voici les agents de Laney et Sawyer de la cyberdivision du FBI, expliqua Carson. Arlon leur serra la main. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur une potentielle violation de données. Entre autres choses, répondit l'agent de Laney d'un ton sombre. Nous suivons les mouvements du cartel Delmar dans le vol de propriétés intellectuelles pharmaceutiques depuis des mois. La situation de votre client correspond à un schéma. La réunion se déroula efficacement, Arlon guidant la discussion vers une enquête contrôlée qui protégerait la valeur des actions de Westridge tout en recueillant des preuves. Alors qu'il finalisait la démarche, l'assistante de Carson entra avec un message urgent. Monsieur Stiger est arrivé en bas, annonça-t-elle.
Carson jeta un coup d'œil à Aaron. Le timing était parfait. Pouvons-nous procéder comme convenu? Arlon hocha la tête. Agent, si vous pouviez rester ici un instant, Monsieur Westidge, je saluerai Monsieur Stiger et le ferai monter. Dans un hall, l'expression de Ryan passa de la confiance à la confusion lorsqu'il aperçut Harland à côté de Carson. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Ryan en s'arrêtant net. Monsieur Stiger, le salua froidement Carson. Merci d'être venu. Monsieur Mercer nous a conseillé sur une question de sécurité qui semble vous concerner. Le regard de Ryan alla de l'un à l'autre. Je ne comprends pas. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation à l'étage, suggéra Harland d'une voix douce. Des agents fédéraux attendent. Le visage de Ryan se vida. Agents fédéraux, c'est un piège. Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à craindre, déclara Carson. Ça, cracha Ryan en reculant. Je ne vais pas tomber dans le piège, quel qu'il soit, merci. Alors que Ryan se retournait pour partir, 2 agents de sécurité lui barrèrent le passage. Monsieur Westidge apprécierait votre coopération, monsieur. Le regard paniqué de Ryan a trouvé Arlon, qui a simplement ajusté sa cravate calmement. La course serait imprudente, Ryan. Cela a tendance à impliquer la culpabilité. Piégé. Ryan n'avait pas d'autre choix que de les suivre dans l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, il siffla à Aaron. Bethany avait raison pour toi. Non. Aaron répondit tranquillement. Elle n'était pas assez bien. Chapitre 8. Révélation de l'épouse. Le week-end suivant, Bethany a conduit seule à Ryan S. les Chaos, ses jointures blanches sur le volant. La semaine dernière avait été un cauchemar. Ryan faisait l'objet d'une enquête pour l'espionnage d'entreprise, libéré sous caution, mais confronté à des accusations fédérales potentielles. Ses actifs étaient gelés. Les frais de consultation promis de Westridge s'étaient évaporés, et en quelque sorte les empreintes digitales de Harland étaient partout, même si elle ne pouvait rien prouver. Elle avait besoin de temps seul pour réfléchir pour planifier leur prochain déménagement. La propriété au bord du lac, Ryan S. Pride and Joy, achetée avec de l'argent via une LLC pour la cacher à son précédent règlement de divorce, fournirait le refuge parfait. Alors que Bethany se tourna vers la route privée menant à la maison, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, mademoiselle Laferdi. La voix nette d'une femme est passée par les haut-parleurs. Il s'agit de l'infirmière Wilkins de Riverdale Palliative. J'ai peur d'avoir des nouvelles difficiles. Votre tante Théodora est décédée il y a 1 heure. Bethany a arrêté un mélange complexe de chagrin et de calcul qui se lavera. Je comprends. Merci de m'avoir fait savoir. Monsieur Winters, son avocat, a demandé à être informé immédiatement. Il a mentionné qu'il y aurait une lecture du testament demain. Sitôt, c'était l'instruction explicite de mademoiselle Laferre. La lecture aura lieu à 15 heures au bureau de monsieur Winter. Après avoir mis fin à l'appel, Bethany s'est assis immobile en traitant ce nouveau développement. 20% de la succession de Théodore serait toujours une somme substantielle, suffisamment peut-être pour couvrir les dépenses juridiques de Ryan. Un sourire sinistre traversa son visage. Peut-être que les choses tournaient enfin en leur faveur. Elle a continué jusqu'à la maison du lac, la vue familière de la cabine rustique, apportant généralement du réconfort. Aujourd'hui, cependant, quelque chose s'est senti éteint. La porte a été déverrouillée, bien que Ryan ait insisté sur le fait qu'il avait tout sécurisé avant sa dernière visite. À l'intérieur, rien ne semblait perturbé. Pourtant, Bethany ne pouvait pas secouer la sensation d'intrusion. Elle se déplaçait avec prudence dans les chambres, vérifiant les placards et les fenêtres. Dans la chambre principale, elle a remarqué l'ordinateur portable de Ryan sur la table de nuit. Étrange, car il l'avait emmené à Philadelphie. Curieuse, elle l'ouvrit. L'écran a pris vie sans demander de mot de passe. Une autre anomalie. Le bureau était vide à l'exception d'un seul dossier étiqueté pour Bethany. Son impulsion accélérée. Elle a cliqué dessus. À l'intérieur se trouvait un fichier vidéo. Elle a pressé le jeu. Les images montraient la pièce même dans laquelle elle était assise, mais depuis des semaines plus tôt. Ryan est entré avec une femme que Bethany a reconnue comme son assistant administratif. Ce qui a suivi était une rencontre intime qui n'a laissé aucun doute sur leur relation.
L'horodatage a indiqué que cela s'était produit pendant un week-end. Ryan avait prétendu pêcher avec des amis alors que Bethany s'occupait de Theodora. La main de Betty vola vers sa bouche. Alors que la vidéo continuait, la conversation est devenue encore plus accablante. « Quand allez-vous la quitter ?» demanda la femme, enroulée contre l'équipe de Ryan. « Bientôt, Ryan a promis. Une fois que la vieille dame meurt et que Bethany a obtenu son héritage, alors nous sommes prêts. » A trouvé son compte d'épargne presque épuisé. Attention. La défense de Ryan contre les accusations fédérales. Le téléphone de Betty sonnait à nouveau. Ryan cette fois. Et, a-t-elle répondu, se battant pour garder sa voix stable. Où es-tu? Demanda Ryan. À la maison du lac. Où es-tu? Écoutez attentivement. La voix de Ryan était tendue. N'allez pas à l'intérieur. Retournez-vous et partez maintenant. Trop tard. Bethany répondit froidement. Je regarde déjà votre ordinateur portable. Le silence s'étendait sur la ligne. Ce n'est pas ce que vous pensez, a finalement dit Ryan. Vraiment? Parce qu'il semble exactement que vous ayez dormi avec votre assistant, volé mon argent et que vous prévoyez de me quitter une fois que vous avez mis la main sur l'héritage de Theodora. Bethany, sauve-le. Elle l'a coupé. J'ai tout vu. Les vidéos, les transferts, les fichiers de Westridge. C'est fini, Ryan. Écoutez-moi. La voix de Ryan a pris un bord désespéré. Cet ordinateur portable n'était pas censé être là. Quelqu'un l'a planté. Pensée Y. Qui bénéficierait de nous retourner les uns contre les autres en ce moment? Bethany se figea. Arlon. Exactement. Il nous installe tous les deux. L'ordinateur portable est probablement suivi en ce moment. Les agents fédéraux pourraient être en route vers la maison du lac pendant que nous parlons. Bethany regarda autour de lui frénétiquement. Que dois-je faire? Fermez l'ordinateur portable. Ne touchez rien d'autre. Sortez de là maintenant. Alors que Bethany se déplaçait pour se conformer, son téléphone a pingé un SMS à partir d'un numéro inconnu. J'ai transmis des copies de tous les fichiers au FBI, mademoiselle Laferdi. Vous avez environ 20 minutes avant leur arrivée. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Paix ô mon Dieu, chuchota Bethany. Quoi? Demanda Ryan. Elle lui a lu le message. Ryan a explosé. C'est ce que Arlan fait. Son copain militaire, Pascal. Ils sont derrière tout cela. Que faisons-nous? Rencontrez-moi à la gare routière. Apportez de l'argent, quoi que vous puissiez saisir. Nous devons disparaître pendant un certain temps. Et Théo? Demanda Bethany se souvenant soudainement de son fils. La voix de Ryan durcit. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. C'est le mode de survie. Théo avec Arland ce week-end. Quoi qu'il en soit, le licenciement occasionnel de son enfant a frappé Bethany comme un coup physique. À ce moment-là, tout a clarifié avec une terrible clarté. Arlon n'avait pas seulement orchestré leur chute. Il avait révélé leur vrai personnage dans le processus. Je dois y aller, dit-elle tranquillement. Je te verrai à la gare routière dans 1 heure, a répondu Ryan. Non, Bethany a dit, tu ne le feras pas. Elle a mis fin à l'appel et a envoyé un SMS au numéro inconnu. Dis à Arlon que je veux parler. Selon mes conditions. La réponse est venue instantanément. Le café en face du palais de justice. 30 minutes. Chapitre 9. Jugement final. Le café était presque vide lorsque Bethany est arrivée. Arlon était assis à une table d'angle, 2 tasses à la vapeur devant lui. Il se leva poliment. En s'approchant, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Tu as l'air fatigué, observa-t-il en s'asseyant. Coupez les conneries, claqua Bethany. Je sais ce que tu as fait, Arlan a siroté son café calmement. Quelle partie spécifiquement? Tout cela. L'audience de garde, la volonté de tante Theodora, l'enquête fédérale de Ryan, la configuration du lac. Elle froidement. Vous croyez que vous méritez une autre chance avec Théo. Après tout ce que vous avez fait, je suis sa mère, chuchota Bethany. Être mère est plus que la biologie, a répondu Arlon. Ce sont des choix, des priorités, des sacrifices. Je le sais maintenant.
Non, Arlon a contré. Vous savez que vous avez perdu. Il y a une différence. Il a placé un dossier sur la table entre eux. Ce sont les termes. Non négociables. Bethany l'a ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur était une modification complète de la garde accordant à Arlon de la garde légale et physique de Théo. En organisant un plaidoyer avec les procureurs fédéraux. Et si je refuse, l'expression de Arlon s'est endurcie. Ensuite, j'arrête de vous protéger. Les preuves de votre implication dans les programmes de Ryan vont au procureur. Votre connaissance de son espionnage d'entreprise, les dossiers médicaux modifiés, le texte discutant de la façon d'aliéner Théo de ma part. Tout. Bethany le regarda, comprenant finalement la profondeur du piège qu'il a construit. Vous n'avez jamais eu l'intention de me pardonner, n'est-ce pas? C'était toujours votre plan. Le pardon nécessite des remords, a répondu Arlon. Vous n'en avez pas montré jusqu'à ce que vous ayez été pris. Quant à la planification, j'ai simplement créé des opportunités pour que votre vrai personnage se révèle. Et Ryan, a fait ses propres choix. Sa caution a été révoquée ce matin lorsqu'il n'a pas comparu pour un enregistrement prévu. La patrouille frontalière a été informée. Les épaules de Betty se sont effondrées dans la défaite. Théo me détestera. Cela dépend entièrement de vous, a déclaré Arlon, glissant un stylo à travers la table. Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'ils sont entourés de stabilité et de vérité. Après un long moment, Bethany a signé les documents. Alors qu'elle se levait pour partir, elle a demandé tranquillement, est-ce que tout cela était réel? Qu'est-ce que nous avions? Aaron a rassemblé les papiers signés méthodiquement. C'est la mauvaise question, Bethany. Quelle est la bonne? Que cela vous aurait importé si c'était? Arlon se tenait. Mon avocat vous contactera au sujet du calendrier des visites. Le FBI attend votre déclaration demain matin. À l'extérieur du café, Pascal a attendu dans sa voiture. Il a roulé dans la fenêtre à l'approche de Aaron. Tout set. C'est fait, a confirmé Arlon, glissant dans le siège passager. C'était tout un jeu d'échecs que vous avez joué, a observé Pascal en s'éloignant. Arlon regarda par la fenêtre de la silhouette décroissante de Betty. Les échecs impliquent des adversaires égaux suivant les règles établies. Et ce n'est pas ce que c'était. Non, Arlon répondit tranquillement. C'était la justice. À la maison, Arlon a trouvé Théo dans l'arrière-cour, apprenant à skateboard avec une concentration déterminée. En regardant l'expression concentrée de son fils si similaire au sien, Aaron a senti le poids des mois derniers commençant à se soulever. Papa, Théo a appelé, le repérant. Regardez ceci. Arlon sourit, un véritable sourire qui a atteint ses yeux pour la première fois en plus d'un an. Je regarde, il a rappelé. Je suis ici. Alors que Théo montrait fièrement son dernier tour, le téléphone de Arlon a bourdonné d'un texte du juge Monroe. Modification de la garde approuvée. En vigueur immédiatement, Arlon a glissé le téléphone dans sa poche sans répondre. Le temps de regarder en arrière était terminé. Quoi qu'il en soit ensuite, la récupération, la reconstruction, peut-être même la rédemption pour ceux qui l'ont gagné se déroulerait selon ces conditions. Pour l'instant, regarder son fils dans la lumière de l'après-midi qui s'estompe était un jugement suffisant. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.